Salut. Aujourd'hui, je reviens sur Charlie Kirk, maintenant que l'enquête a pas mal avancé, qu'on a un petit peu plus de détails sur qui est l'assassin de Charlie Kirk. Et on a aussi eu pas mal de réactions et on voit que beaucoup de choses se passent autour de cette mort et que j'ai pas le sentiment que ça va en rester là. Ça a réveillé pas mal de conscience, ça a surtout fait peur à ceux du camp de Charlie Kirk qui défendent comme ça la liberté et qui se voient aujourd'hui des cibles au nom de l'égalité. Donc voilà, j'aimerais revenir un petit peu sur ça et vous donner un petit peu mon ressenti par rapport à toute cette affaire. On va voir déjà ce que dit un petit peu Valérie Ayé, ce qui est en gros la parole qu'ont donné tous les médias français et tous les Européens en général, qui sont donc pro-Europe, pro-von der Leyen, pro-Mercosur et compagnie, vous voyez ce que je veux dire. On va écouter ce qu'elle dit, car c'est vraiment un beau résumé de leur, je sais pas comment dire, mais de leur médiocrité en fait. Ce qui s'est passé, l'assassinat de Charlie Kirk, est un drame absolu. Il n'aurait jamais dû se produire. Mais est-ce que le Parlement européen, en tant qu'institution, devait rendre hommage à cet homme dont on connaît les positions qui sont orthogonales aux valeurs que nous défendons, suprémacistes, racistes, anti-avortement, pro-russe? Est-ce que notre institution devait lui rendre hommage? Absolument pas. Voilà, donc elle l'a dit, raciste, suprémaciste, pro-russe, anti-avortement. Donc elle est conseillère départementale de la Mayenne et elle est députée européenne. Mis là, bien sûr, peut-être grâce à nos chers amis de la LFI et de la NUPES et compagnie et de toutes leurs histoires de magouilles, on les connaît. Et donc là, on voit le message. Directement, il continue. Cet homme est décédé à cause des paroles qu'elle vient de donner. Que nous défendons, suprémacistes, racistes, anti-avortement, pro-russe. Est-ce que cet homme est décédé à cause de ces phrases? Ça fait des années qu'il monte les populations comme ça, qui seraient patriotes en fait, et qui voudraient que la France retrouve sa force. Parce que lors de cette interview complète, elle a parlé aussi du fait que elle revient sur le fait qu'il faut une Europe encore plus forte. Il faut, en gros, supprimer. Elle sous-entend que il faudrait que la France, c'est plus la France. Il faut qu'on soit l'Europe. Donc, on sent que les gens qui sont dans leur opposition idéologique, et ce n'est juste une opposition de eux veulent détruire culture des pays et les nations pour pouvoir comme ça amener leur rhétorique sur grâce à l'Europe, l'Europe est formidable, parce qu'ils savent très bien que l'Europe ne pourra pas se créer tant qu'il y aura des nations en fait au sein de l'Europe. Ils nous rejettent encore une fois parce qu'on ne veut pas leur union et on ne veut pas aller dans le sens de leur cohésion que eux voudraient créer. Forcément, si on ne veut pas ça, ça veut dire qu'on est contre ça, et ça veut dire qu'on est, vous savez, on est contre. C'est comme la LFI. Si on est contre le multiculturalisme et contre l'immigration, voilà, on est raciste, suprémaciste, pro-russe et blablabli et blablabla. On nous met dans la catégorie, comme l'a été Charlie Kirk, de gens que l'on met au banc de la société et de la morale même, et on voit où ça mène. Donc ils continuent à mettre en avant leur discours, ils continuent à manipuler encore et toujours les masses et les gens qui ont besoin comme ça de se trouver un ennemi, de se trouver des excuses à leurs problèmes. Maintenant, et ça c'est grâce à Modin Malin, on le remercie pour tout le travail qu'il fait. Ces vidéos sont toujours de très bonnes vidéos, très intéressantes. Il avait traduit, il avait fait des vidéos sur Charlie Kirk où il traduisait parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il allait dans les campus, mettait une table, se prenait un micro, donnait un micro à qui il voulait pour discuter avec lui. Il faisait un acte démocratique énorme, c'est-à-dire que il proposait aux deux camps, plutôt que de les laisser de se laisser chacun de son côté, il proposait de les réunir autour d'une discussion et de mettre ça comme ça sur les réseaux pour un petit peu essayer de mettre en avant le double sens, la dissonance qu'il peut y avoir comme ça dans la façon de penser du progressisme, du wokisme et de la gauche aux États-Unis bien sûr. Et quand on nous parle de racisme,
de suprémacistes et compagnie. Écoutons ce qu'il disait. À des exceptions. Vous avez dit que la perte de la masculinité et la persécution des Blancs ont conduit à Auschwitz. N'est-ce pas? C'est pas exactement ce que j'ai dit, mais oui. J'ai dit que si vous distinguez un groupe sur la base de la couleur de leur peau ou de leur héritage, c'est comme ça que vous obtenez Auschwitz. Ce qui n'est pas peu dire. Mais enfin, il y a beaucoup d'étapes avant d'arriver à Auschwitz. Voilà, ça, ce n'est pas la parole de quelqu'un qui est raciste, qui serait suprémaciste ou je ne sais quoi. C'est la parole de quelqu'un qui est sensé, et c'est la parole de quelqu'un qui prévient que lorsque l'on parle trop, justement, de couleur de peau et de ce genre de choses, c'est dans ces moments-là qu'on arrive à des aberrations et des atrocités, et ça fait référence au fait que, à force de dire le méchant blanc, le blanc responsable de tout, on le pointe du doigt et on va doucement, parce qu'il le dit aussi sur la fin de sa phrase, quand il dit que c'est un chemin plus long que ça, c'est comme ça qu'on y arrive, mais c'est toujours lent, c'est toujours petit à petit, c'est jamais comme ça du jour au lendemain, rien n'arrive comme ça du jour au lendemain. Et d'ailleurs, là, Snoop Dogg va mettre en avant ce que souhaitait mettre en avant Charlie Kirk dans ses interventions. Donc oui, il va lui demander d'où il vient. From, mama? From Englewood. Nah, where you from, mama? I'm from Englewood. You know I had to ask you, just because I want to see if you was, if you broke the chains. Donc là, il lui demande 2 fois d'où il est, et 2 fois il répond Inglewood en étant très sûr de lui, et il se marre parce que, et par respect, il retire ses lunettes, parce que là, il lui dit, si je t'ai demandé vraiment d'où tu venais, et si j'ai insisté, c'était pour savoir si tu avais brisé tes chaînes. Niggas sweating you and checking you and asking you where you from, trying to draw you back into that negative world. Right. And I said you wouldn't allow me to do that. Period. Which is strong. I like that from you. Voilà, donc c'est exactement ça. Il lui a mis comme un coup de pression, et en laissant sous-entendre comme si ce qu'il lui demandait c'était quelque chose de négatif un petit peu, et qu'il lui dit t'es resté fort, et en gros t'es resté droit dans tes baskets. Et c'est de ça que parle Charlie Kirk dans ses interventions. C'est qu'il soit détaché de ce qui pourrait le garder enchaîné par les invocations de la gauche toujours, à parler d'origine, à parler de ce sont des noirs, ce sont ceci, ce sont cela. C'est ça qu'il exprime quand il lui dit je voulais voir si t'avais brisé tes chaînes. Il voulait voir s'il est libre de ces beaux penseurs de gauche qui, comme ça, essayent de les laisser sous la cloche de l'immigration et de leur couleur de peau. Parce que c'est pas ça. C'est juste la peau qui a de la couleur. C'est pas qui on est. Qui on est, c'est pas notre couleur de peau. Et c'est de ça que parle Charlie Kirk. D'ailleurs, il y a encore une autre vidéo, ça fera trop, mais où une personne afro le remercie pour toutes les personnes afro qu'il a motivées et qui se retrouvent aujourd'hui à travailler à la Maison Blanche. Les jeunes d'ailleurs, il parle de jeunes. Et c'est ça que met en avant Charlie Kirk. C'est le travail. Vous n'êtes pas votre couleur de peau. Vous êtes qui vous êtes ce que vous faites. Voilà. Maintenant, on va voir quand il essaye d'expliquer à la communauté afro-américaine d'où viendraient leurs problèmes, et encore une fois de recentrer leurs problèmes sur leurs actes et leur manière de faire, plutôt que de la rejeter toujours la faute sur les autres, car c'est comme ça qu'on ne peut pas prendre son destin en main, et c'est pour ça que la gauche utilise ça contre ces communautés qui sont pour la plupart quand même malgré tout en détresse, mais c'est une détresse qui est liée à cette manipulation qui les ont enfermés comme ça dans quelque chose de mauvais pour eux et qui les bloque, qui les empêche de s'élever et de devenir de bonnes familles et de bien élever leurs enfants. Et il donne cet exemple par rapport aux Afro-Américains aux États-Unis. Super. Parce qu'il y a une autre explication, et je pense que la vérité se trouve quelque part au milieu. C'est-à-dire que je pense que vous reconnaîtrez que la disparition du père noir a été le principal moteur de la pauvreté des Noirs dans ce pays. Et il y a des raisons à cela.
Et selon vous, quelles sont ces raisons? La culture en est une, vous êtes d'accord? Revenons à la fondation, au système carcéral et à tout ce qui s'y rapporte. Mais pouvons-nous au moins nous mettre d'accord sur le fait que l'absence des pères noirs est une mauvaise chose? L'absence de père de n'importe qui est une mauvaise chose. Oui, bien sûr, mais 75% des jeunes noirs ne sont pas élevés par un père à la maison. C'est le taux le plus élevé de tous les groupes du pays. Ce chiffre était de 25% dans les années 1950. Il a donc considérablement augmenté en 70 ans. Vous êtes Voilà, donc ce qui sous-entendait un peu dans la conversation là, c'est que les hommes, les familles et les Afro-Américains étaient plus riches dans les années 50, donc avant la fin de l'apartheid, avant les dernières lois en tout cas qui étaient encore en vigueur à cette époque-là. Il essaye d'expliquer que même à cette époque, alors que c'était très dur, parce que là, ce qui va lui être reproché, c'est qu'il voudrait revenir à cette époque. C'est pas ce qu'il sous-entend. Ce qu'il sous-entend, c'est que même à cette époque, alors qu'il y avait encore des lois d'apartheid qui étaient inadmissibles, même à cette époque, les familles afro-américaines vivaient mieux, étaient plus riches, plus heureuses, entre guillemets, parce que la famille était encore au cœur de leur culture, enfin au cœur de leur éducation et de leur évolution personnelle, et qu'à partir du moment où on a vu arriver, et on l'a vu aussi arriver en France, toutes ces histoires de libération, toutes ces histoires de liberté sexuelle folle, toutes ces histoires qui sont arrivées, on a comme ça détruit le socle, la base de la famille. Et quand on retire le père de la famille, eh ben oui, effectivement, les enfants ont toujours plus tendance à entrer dans la délinquance et donc à avoir des parcours où ça passe par la prison et ce genre de choses, ce qui en plus augmente encore plus le fait qu'il n'y ait pas le père à la maison, parce que voilà, ces gens font des enfants, se retrouvent dans la difficulté parce que leur base familiale a été détruite par toute cette pensée gauchiste qui a voulu les écarter de la base qui était la leur et qui était dans un sens chrétienne en fait, et l'importance du père et de la mère au sein du foyer. Une fois que ça s'est détruit, en fait on détruit, on individualise, rend les gens égoïstes, et on se retrouve comme ça avec des gens qui ont besoin d'un socle très solide à la maison. Et en plus de ça, les gauchistes les ont confortés dans le « c'est pas de ta faute, vous êtes des pauvres, vous, il y a racisme et blablabli et blablabla », ce qui a une réaction en chaîne folle. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui avec des générations de gamins issus de l'immigration qui sont complètement fous, qui font n'importe quoi, qui sont prêts à tout pour 50 balles, pour un téléphone, qui sont prêts à tuer des gens pour un téléphone. Nous avons tous nos cultures, nous sommes tous issus de bases culturelles différentes, et parfois il faut adapter nos cultures à ces changements de population et adapter nos lois en fait par rapport à ces changements de population. Et c'est tout ça que Charlie Kirk essaye d'expliquer, c'est qu'il faut faire attention à ne pas toujours mettre la faute sur les autres. Il faut d'abord se regarder, il faut d'abord prendre cas des causes et ensuite en adapter nos réactions. Et maintenant, j'aimerais vous montrer aussi Denzel Washington. C'est une intervention lors d'une interview pour son film. Et la journaliste va lui poser une question. So why did he need a black director? Could a white director not have It's not produced this color, work? it's culture. Explain the difference, because I think we're in a Steven space Spielberg did Schindler's List. Right now. Martin Scorsese did Goodfellas, right? Steven Spielberg could direct Goodfellas. Martin Scorsese probably could have done a good job with Schindler's List. But there are cultural differences. You know, I know, you know, we all know what it is when a hot comb hits your hair on a Sunday morning, what it smells like. That's a cultural difference, not just a color difference. Right. So it's the culture. Il est bon ce Denzel, hein. Donc quand elle lui demande si c'est l'histoire parce que un blanc ferait moins bien ou parce qu'il pense qu'un blanc ferait moins bien, voilà, il lui dit bien, c'est pas la couleur, c'est la culture. Quand il lui dit vous savez, je sais, ils savent, et donc le réalisateur aussi sait ce que c'est cette odeur du peigne chaud comme ça dans les cheveux le dimanche matin. Et du coup c'est ça qui est important. On a nos racines culturelles, on a notre
notre passé, mais tout ça, c'est pas une histoire de couleur de peau. C'est ça que Charlie Kirk essaye d'expliquer aux gens qui se font manipuler par la gauche, l'extrême gauche, qui essaye de nous diviser avec cette histoire de couleur de peau. C'est que tout ça, c'est pas une histoire de couleur de peau. Quand il dit que Martin Scorsese aurait pu faire la liste de Schindler et que Spielberg aurait pu faire Le Parrain, qu'ils auraient sûrement réussi à le faire, mais il sait, quand il dit ça, que c'est culturel, c'est-à-dire que Martin Scorsese, c'est au fond de lui, c'est dans ses tripes. C'est la même chose que quand on nous dit, on essaye de nous questionner sur tous les gauchistes là, sur qu'est-ce que c'est que d'être français. C'est exactement ça qu'il est en train d'expliquer. C'est que c'est au fond de nos tripes. Il y a pas à l'expliquer. En fait. Il y a des choses qu'on sait, il y a des choses qu'on sent, des choses qu'on ressent, des choses qu'on a vécues, qu'on a depuis qu'on est petit. Une façon d'être, une façon de faire. Et chaque comme ça famille ou chaque à ces petites différences, c'est pour ça qu'on va se rattacher à des souvenirs différents les uns les autres. Mais voilà, c'est beaucoup plus profond, ça va beaucoup plus loin même que ce que je suis en train de vous expliquer. Hein. C'est beaucoup plus complexe que tout ça. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau de l'avortement. Et pour ce qui est de l'avortement, bien évidemment, Charlie Kirk est très chrétien. Et pour lui, un bébé, même s'il a 3 semaines, c'est un enfant qui a déjà, qu'on le veuille ou non, une âme. C'est un futur adulte, donc c'est déjà une personne. Et avorter, c'est donc, c'est pour lui tuer. C'est pour ça que sa position est anti-avortement. Ce n'est pas autre chose. Voilà l'homme, le coupable. Tyler James Robinson, 22 ans. Il a été arrêté le 12 septembre 2025 après une chasse à l'homme qui a duré 33 heures quand même. Et ça serait son père qui l'a reconnu avec les images qui ont été diffusées et l'a ensuite dénoncé à la justice américaine. Ils auraient retrouvé un fusil de type Bolt Action Rifle, un calibre 30-06 type Moser. Des douilles et cartouches usagées ou non avec des inscriptions, par exemple « Hey fasciste, catch »,« Hey fasciste, catch », et les fachos, attrapez-moi ça en gros, hein, sur les balles. Donc pareil, hein, le même genre de type opératoire que la personne transgenre, hein, que j'avais fait la vidéo sur le meurtre qu'il avait commis dans une école. Il était en couple et en appartement, donc j'ai vu les deux, j'ai vu en coloc ou en couple avec une personne transgenre. Ils auraient entendu dans un message Discord d'un groupe dans lequel ils faisaient partie qu'ils blaguaient sur le fait que « Ah ouais, c'est vrai, je ressemble au tireur sur les images, comme c'est bizarre ». Ensuite, bon, le procès n'a pas eu lieu, donc le motif idéologique n'est pas encore clair, surtout qu'il ne veut pas coopérer avec la justice. Donc toutes les informations sont des informations liées à sa famille ou à son colocataire ou sa petite amie transgenre. Et du coup, il n'y a pas d'histoire de caution. Le procès devrait avoir lieu rapidement parce que ils n'ont pas envie que ça traîne. Et on comprend pourquoi. Hein. Il faut absolument calmer en fait ce qui se passe aux États-Unis en faisant redescendre comme ça la pression et en disant regardez, c'est bon, on l'a arrêté, il a été reconnu coupable ou pas, hein, on verra bien. Mais en tout cas, quelque chose a été fait. Donc voilà, et c'est vrai que il a été. Je vais vous montrer un truc. Vous voyez, regardez bien l'image. On voit bien le lit derrière là. Là, il est noir, gris ou noir, beige ou rosé un peu très clair, mais ça doit être un genre de gris. Et là, gris très très clair comme ça, avec l'oreiller marron, le mur blanc derrière et le bout de store avec la lumière de la fenêtre ici. Et regardons maintenant cette photo, parce que quelqu'un a fait un montage horrible, hein, parce que sa famille était plutôt une famille républicaine, pro-Trump, et du coup, pour dédouaner, dire « Oh, regardez, les fachos, hein, c'était un pro-Trump, lol. » Il y a eu un montage comme ça, immonde, sur une affaire comme ça, faire un montage, faut vraiment pas avoir de race, hein. Et ce montage, parce que là, ce que je vous disais, regardez, on voit bien le lit derrière, l'oreiller, la lumière avec le store et tout. Donc,
c'est effectivement un montage, c'est la même photo que ce que je vous ai montré avant. Et donc, on a Laurent Dogrelin, docteur en droit, psychocriminologie, sciences de l'inadaptation, de la délinquance juvénile, conseiller politique social-démocrate, qui nous sort « Bienvenue chez les dingues ». Tyler Robinson a baigné dans le trumpisme familial. Il est un pur produit. Il en est un pur produit. Et puis, il en a fait le rejet. Alors aujourd'hui, les magas ne trouvent rien d'autre de stupide que de dire qu'il avait une relation gay avec son colocataire trans pour expliquer son passage à l'acte. On en est là chez les fous de Dieu. Donc voilà, on essaye de nous faire croire que, en fait, regardez, il était républicain. Alors, le mec serait républicain, pas du tout de gauche, mais il était en colocation avec une personne transgenre. C'est un peu étrange quand même, hein. Parce que si on les écoute, vu que comme ils insultaient Charlie Kirk, aucune chance que quelqu'un qui serait proche de ses idées ne soit en colocation avec une personne transgenre, d'après ce qu'ils disent, hein. Je me fie à ce qu'ils disent, hein. Parce que maintenant, regardez-moi ça. On a Marion Van à Rentergem. Exactement, les commentaires affolés des fondamentalismes pro-Trump sont significatifs des clichés auxquels ils s'agrippent. Dans leur monde parallèle, le tueur ne peut être qu'un mauvais Américain, non blanc, non chrétien. Le milieu dont celui-ci est le produit les contrarie. Donc, elle reprend le tweet que je viens de vous dire en mettant en avant cette photo qui est un montage. Et du coup, le post a été supprimé. Bah oui, Marion, mais on t'a vu. Oui, puis cette femme a quand même reçu le prix Simone Veil, hein, en France. Elle a été, elle a écrit des bouts du bouquin. Elle était journaliste. Enfin voilà, vous les connaissez, hein, tous nos amis les gauchistes qui se font de la caresse et se passent la bonne petite crème hydratante les uns les autres. Peut-être même en soirée chez notre bon vieux Puff Daddy. On sait pas, hein, tout d'un coup. Donc du coup voilà, ils sont mal parce que ça met vraiment en avant que leur attaque sans arrêt ad hominem et à toujours dire celui-ci est un raciste, celui-ci c'est l'extrême droite, celui-ci c'est un facho, c'est un fasciste, ceci, cela, eh bien ça vient comme ça pousser parfois les plus fous d'entre eux à commettre des actes horrible. Donc voilà, donc tout ce qui se passe autour de Charlie Kirk, là, je trouve ça assez déplorable. C'est un petit peu pareil avec ce qui s'est passé avec cette jeune fille ukrainienne qui est décédée dans ce métro. Et d'ailleurs, j'aimerais en profiter pour répondre à un commentaire. J'ai eu une discussion dans les commentaires sous la vidéo de cette jeune ukrainienne. Et il y a une phrase qui serait dite par le meurtrier quand il traverse le wagon comme ça, où il dirait « I got the white girl » et d'autres disaient « He got the white girl ». En gros, il a eu la fille blanche, j'ai eu la fille blanche. J'ai échangé 2-3 commentaires parce que, d'ailleurs, je le remercie parce que c'est quelqu'un qui commente beaucoup mes vidéos. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci à lui. Et on a discuté et c'est vrai que lui, il entend « I got the white girl » et moi, j'entendais pas vraiment parce que le son était très mauvais et moi j'entendais plutôt Igot vraiment et j'ai un argument qui était que les caméras sont équipées d'un micro multidirectionnel qui est au centre vers la caméra et quand il y a 2 fois la phrase qui est prononcée et quand on l'entend, on n'entend pas en fait de différence entre le début, la première phrase et la deuxième, alors que le meurtrier parcourt quelques pas. Mais quelques pas, quand on est de dos, dans un métro qui fait beaucoup de bruit, on devrait comme ça entendre, voilà. Donc moi j'ai avancé ça, il m'a dit, oh non, je pense pas, il fait pas beaucoup de pas quand même et tout, et je lui ai dit, bah écoute, parce qu'il me parlait de logiciels capables de comme ça, d'éclaircir un petit peu, de retirer le bruit ambiant du métro pour essayer de faire ressortir, et je lui ai dit que j'avais 2-3 petites choses comme ça capables de faire ça et que j'allais essayer. Donc j'aimerais vous faire écouter ce que j'ai réussi à faire. Alors vous allez voir, le son est encore pas terrible hein, parce que c'est très dur. Hein. Là, le bruit du métro, il est vraiment très très fort. C'est quasiment impossible, à part avec du matériel, en gros, que pourrait avoir de la police ou ce genre de choses, vraiment du matériel très 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 professionnel. Avec ce que j'ai, c'est quand même difficile, mais on va écouter.
Déjà, on entend bien que sur la première phrase, il ne dit pas juste « I got the white girl » ou « he got the white girl ». On entend quelqu'un qui dirait plutôt comme si quelqu'un aurait dit, moi j'entends ça, oh regardez, il a eu la fille blanche, comme s'il prévenait des gens en fait. So he got the white girl. Moi voilà ce que j'entends. Au début il y a quelque chose mais qui est très difficile à percevoir, parce qu'on n'entend quand même pas beaucoup. Je vais monter un peu le son. Et là je trouve qu'on entend quand même qui dit he got. On entend qui dit he got. On entend bien que le son, c'est pas I, c'est I, c'est quelque chose de comme ça, d'aigu. Et la deuxième phrase, qui, comme je le disais, que la personne était censée un peu avancer. Là, on entend on entend bien que la personne est restée sous le micro, en fait. Et là, on entend he got white girl. Enfin voilà, j'ai essayé de faire un petit peu. Je lui ai dit que je le ferais, donc je l'ai fait. Je vous le mets là. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je trouve que c'est pas encore très clair, parce que ça a été très dur pour en arriver à ça. Ça m'a pris pas mal de temps parce que le son est vraiment horrible. J'ai essayé de récupérer des sons originaux de meilleure qualité pour essayer d'avoir un petit peu comme ça le truc le plus précis possible. Donc voilà. Donc ça m'a conforté. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui commente la scène et qui prévient les autres en disant regardez, là il a eu la fille blanche. D'ailleurs, c'était un peu bizarre d'entendre cette phrase. Il a eu la fille blanche, et je me suis un peu renseigné. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont l'habitude de dire ça comme ça en fait, que ça peut arriver que des afros parlent d'une personne en précisant sa couleur de peau. Donc voilà, j'aimerais terminer sur un petit texte que j'ai écrit. C'est vraiment pas très long, hein, ça fait à peine une dizaine de lignes, que m'a inspiré les paroles de Charlie Kirk, et ce qui est plutôt pour moi ce qu'il essayait de dire aux gens, plutôt que d'être cet affreux raciste et toutes les choses horribles pour lesquelles il a été accusé à tort, je trouve. Donc voilà, je vais vous lire ce petit texte. Juste avant, abonnez-vous, mettez la petite cloche, partagez, un like, ça me fait toujours plaisir. Allez, on y va. Le combat de la liberté est un combat de tous les instants. Céder un peu, c'est s'abandonner un peu. C'est ouvrir la voie, une voie de la haine. Les peuples de la terre ne doivent pas perdre de vue que lorsque les gens ont menti et manipulé, et que le jour de la vérité approche, ils n'ont plus d'autre solution que de nous ôter la liberté de les dénoncer. Et c'est là que réside toute la différence entre défendre l'égalité devant la liberté, plutôt que la liberté devant l'égalité. Le choix. Nous avons tous le choix du bien ou du mal, de la vérité ou du mensonge, mais surtout envers nous-mêmes. Le mensonge nous éloigne du courage, il nous voile la face, il nous entraîne toujours plus loin dans les abîmes de notre propre médiocrité. Je vous dis à tout bientôt. Des becs.